la maison paternelle, mais elle a choisi de ne pas s'installer dans le statut de veuve. Elle n'a pas voulu endosser cet habit de veuve. Et c'est avec ce refus du statut de veuve qu'elle a pris ses enfants et qu'elle est allée habiter loin de ses parents avec un seul mot d'ordre, résister et réussir. Et c'est ce qu'elle a fait. Un statut qu'elle a refusé d'endosser jusqu'à son dernier souffle, hein, en s'opposant contre tout usage à ce que cela se transforme en état civil et figure dans ses pièces d'identité. C'est-à-dire, Neila avait refusé qu'on lui inscrive dans sa carte d'identité ou son passeport le mot de veuve. Elle a refusé de donner l'attestation de décès de son mari jusqu'à la fin pour garder son nom de épouse Radwi. Ah, et ce statut, elle était jalouse de son indépendance. Elle a organisé sa vie toute seule, sans demander l'aide de ses parents, qui auraient voulu la mettre sous leur protection. Elle a construit sa maison, élevé ses 2 enfants, supervisé leurs études et même celles de leurs enfants, n'est-ce pas? Et c'est aussi sous le signe de l'indépendance qu'elle a mené ses études de 3e cycle. Elle a économisé suffisamment pour permettre une année sans solde pour préparer son agrégation, préparer une thèse d'État sur un thème polémique à l'époque. Le thème, c'était l'historicité de l'exégèse islamique et les relations sociales jusqu'au 8e siècle de l'Hégire. Une thèse bâtie autour de la problématique « Qu'est-ce qui, dans le Coran, peut justifier les lois sociales qui accablent les femmes ?» Pour cette thèse polémique, et la première soutenue par une femme dans l'université tunisienne, on lui a choisi un jury de taille. C'est Abd Majid se rappelle du jury, n'est-ce pas? Mohamed Talbi, président, et Mohamed Sharfi et Ayad Ben Achour, rapporteur. Excusez du peu. Hein? La délibération a duré 5 heures, tellement il y avait Dans cette thèse, elle a effectué un inventaire exhaustif des lois dites coraniques qui existent vraiment dans le Coran et qui règlent la vie sociale et familiale, celles qui relèvent des coutumes et des exigences politiques. Sa conclusion était audacieuse. Dans l'exégèse coranique, la coutume est plus importante que le Coran. Et cela fait que les musulmans cherchent à se rapprocher de Dieu par la coutume et non par la parole divine. Les musulmans se laissent traîner loin de Dieu dans une fausse religion parce qu'ils ne lisent pas le Coran et font confiance aux fuqaha. Cette conclusion a choqué les membres du jury. Même sa lecture libre du Coran avait trouvé qu'elle mène vers l'athéisme. Il lui a dit « Avoue que tu es athée et je te défendrai. » Ah, Mohamed Talbi. Consciente que la polémique va s'étendre aux islamistes à l'intérieur et à l'extérieur et du milieu académique, elle a choisi la voie de la confrontation. Sur le terrain, conférences, émissions télé, débats, elle est toujours prête à exposer les résultats de ses recherches, de plus en plus poussées sur le texte coranique et les juridictions qu'on lui prête. Il faut dire qu'elle est plus sollicitée par les pays musulmans que par la Tunisie. D'ailleurs, dans ces pays, que ce soit au Maroc ou ailleurs, plusieurs thèses ont été préparées sur sa lecture du Coran et je ne pense pas qu'il y ait en Tunisie une thèse qui a été faite sur sa lecture. Bon. Sa thèse lui a permis de mettre en place un schéma de lecture qu'elle va utiliser pour expliciter un thème encore plus polémique.
celui de l'héritage, qu'elle a traité sous le signe de la confrontation, double confrontation, celle des islamistes et même des gauchistes de salon qui ne croient ni au féminisme ni aux droits des femmes, et celle des membres du COLIB dont elle conteste la compétence à décider d'un tel sujet. En effet, ce livre sur l'héritage des femmes, écrit en collaboration avec des membres de son équipe de l'unité de recherche jurisprudence dans le CSP, avec lesquels elle continue de collaborer même après sa retraite et après sa fermeture abusive en 2012 par le doyen de la faculté des lettres de Sousse, a été pour elle une réponse officielle et scientifique au travail de cette commission qui, selon elle, n'était qu'une astuce de Beji Caïd Sebsi pour gagner du temps, faire patienter les femmes dans leurs revendications pour, en fin de compte, faire le jeu des islamistes et laisser la possibilité de l'application de la charia. Et c'est ce qui a été fait. Les lois islamiques sur l'héritage, écrit-elle dans son livre sur l'héritage des femmes et l'illusion du caractère absolu du texte, ne sont en réalité qu'une ceinture de chasteté dont les faqih entourent leur virilité fragile, des boucliers pour protéger la structure phallocrate qui fonde la société arabo-musulmane, une ceinture où se croisent les fils de ce qu'ils prétendent être sacré sur la trame de ce qu'ils jugent intouchable. Toucher à l'un ou à l'autre fil relève de l'apostasie. C'est ma traduction. Comment défaire la société de ce bouclier? Je lui ai posé cette question. Son credo était kantien. C'était très kantien. Oser penser. C'était ça. Les gens n'osent pas penser. Convaincre la société que nul n'est habilité à penser et à décider pour elle. Les décisions doivent naître sur le terrain et refléter une conviction sociale raisonnée. Le rôle des académiciens est d'éclairer la société, leur présenter une lecture juste des textes sacrés qui puisse leur servir de catalyseur. L'égalité dans l'héritage ne sera admise et accomplie que si on prépare la société à l'admettre en la poussant à aller à la vraie source, le Coran, et à le lire rationnellement. En effet, le Coran offre aux musulmans le moyen de concilier leurs désirs intimes avec leurs convictions religieuses. Ce moyen est le testament, elle dit. Et c'est avec elle que j'ai appris ça. Elle démontre d'une part l'insistance du Coran sur le testament, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et d'autre part l'absence de toute mention à l'idée répandue parmi les exégètes qu'ils appuient par un hadith non attesté selon lequel nul testament en faveur d'un héritier. Comment faire parvenir, je lui ai posé cette question aussi, comment faire parvenir ces idées au grand public? Elle déplore la fermeture de nos universités aux rencontres entre penseurs éclairés et grand public, alors que, à la première occasion, les islamistes l'ont fait. Ils ont ouvert les universités aux salafistes et même à des ignorants. Les pays qui veulent avancer doivent transformer leur théorie en pratique. C'est là le manquement de nos institutions universitaires. Je n'oublierai pas sa frustration en me décrivant le public qui venait l'écouter aux universités marocaines, où on l'invite 2 à 3 fois par an, ou au Bahreïn, où on l'a invité 3 fois
pour dire la même conférence. La même, oui, 3 fois pour dire la même conférence, la femme musulmane et les 3 obstacles. Imaginez au Bahreïn, où on parle des 3 obstacles, le Coran, la société et l'islamisme. Elle était admirative devant cet auditoire, à majorité de Saoudiens et de Saoudiennes qui traversent la frontière pour venir l'écouter, venus spécialement pour l'écouter. Bon, la victime, selon elle, de manquements tunisiens est la société en général et la femme en particulier. Elle avait prédit, je vous assure, ça fait au moins une dizaine d'années, elle avait prédit l'ouverture de l'Arabie saoudite et la régression de l'Égypte et la nôtre. Dans 10 ans, m'a-t-elle dit, la femme saoudienne nous dépassera en droit et en liberté. Certaines familles saoudiennes ont même commencé à appliquer l'égalité dans l'héritage. En Égypte, par contre, la société est livrée à Al-Azhar, qui a implanté des kiosques dans les stations de métro pour donner des fatwas express. Voilà. En Tunisie, ce sont les personnes qui croient au féminisme et qui ont un passé féministe qui ont failli à leur mission en se retirant devant la déferlante islamiste. C'est là une trahison de la femme et du féminisme. Les Tunisiennes doivent avoir le courage d'affronter, de dire non. Il faut aussi préparer la relève, assumer la responsabilité de la continuité. Telle est, je dis est, elle n'était pas, Neila, elle le restera, j'espère, dans ses enfants. En tout cas, pour moi, elle l'est. Je vous remercie. Merci pour ce portrait réellement très émouvant, très touchant, très riche, parce qu'en fait, on connaît peu Neila Selimi. J'ai assisté à 1 ou 2 conférences qu'elle a données, dont une parce qu'on l'avait invitée à la TFD, je pense, au Mechtel, et elle avait donné une conférence brillantissime, mais il y a des aspects, il y a des pans entiers que je ne connaissais pas, parce que nous n'étions pas particulièrement proches, et donc des pans entiers, intimes, sa vie familiale, sa vie universitaire, etc. Et ce qu'elle déplorait, probablement existe encore, probablement l'absence d'échange, de débat entre le mouvement féministe laïque et le mouvement féministe réformiste de l'islam. Donc voilà, ça c'est un débat ancien qui devrait être de nouveau remis à l'ordre du jour. En tout cas, moi ça m'a beaucoup touchée. Et je suis d'autant plus touchée que j'ai devant moi 2 très jolies petites jeunes filles qui sont très émues. Bon, la troisième, elle est cachée, je ne la voyais pas. J'ai vu les 2 premières qui sont très mignonnes et qui sont extrêmement touchées. À tel point, en tout cas, merci d'être là. Et puis, vous devez être fiers, évidemment, de votre grand-mère ou de votre tante, je ne sais pas quel est le lien, de votre grand-mère. Voilà, c'est un honneur. Merci beaucoup. Alors, après خديجة باش نعطي الكلمة لعبد الباسط اللي نشكر على الحضور وعلى تلبية الدعوة، ومن بعد ماذا بيا سي شرفي يقول لنا حاجة أكيد باش نعطيه من بعد الكلمة. نعم. Oui, bien sûr, et Kaltoum, évidemment. Et au Kaltoum Safi, qui est à distance. Et donc, je vais lui donner la parole على حسب ما أنا قريت. قلت لك ما قريتش كتير كامل. أما قريت برشا على الانترنت. يقولوا لي أنت تلهيت بالفصل الأول. غلطة ولا لا؟ صحيح. ما نعرفش شنو العنوان، أما نعرف ثم دي سيتاسيون خديتهم منهم. أنا سؤالي هو في المشاركة متاعك في الكتاب الجماعي هذايا، الميراث، ميراث النساء
ووهمي قطيعة الدلالة. ماذا بيا نعرف كيفاش كانت مشاركتك، وسورتو أهم الاستنتاجات، الاستخلاصات اللي قمت بها ولا اللي توصلت لها. ميرسي بوكو. تفضل. ربي فضلك. شكرا على هذه الدعوة، وللجمعية وللنادي، باعتبار أنه جاءت من المجتمع المدني، ومدام نيلة الله يرحمها يعني من المؤمنات بدور المجتمع المدني، وخاصة بالنسبة إلى النساء الديمقراطيات. وذكرت هي في التمهيد نتاع الكتاب، تو نقرأ لكم المقطع، تشير فيه بشكل واضح إلى أن الحراك الفكري الذي كان يدور داخل هذه الحصص والمناسبات كان له أثر في ظهور هذا الكتاب. وللأمانة هذا الكتاب صدر سنة 2019 تقريبا، في الفترة التي عرفت فيها تونس حركة الدعوة إلى المساواة. وتعودنا دائما أن نلتقي مع مدام نيلة تقريبا في مثل هذا الوقت، بعد أن تكون قد استعدت لقطف ثمار القمح والعولة وغيرها، فتشاركنا من خصائص هذه الحصص وتعد لنا القهوة مع سي فريد. يعني لحظات الحقيقة صعبة جدا، وعندما دعوتموني يعني منذ أيام وأنا أحاول أن أحدد خطابا أكاديميا صارما، لكن الأمر كان صعب جدا بالنسبة إلي. لعل مناسبات قادمة سأحاول فيها أن أعطي للمرأة حقها. مداخلتي اليوم ستتصل بكتابي ميراث النساء ووهم قطعية الدلالة. قلت هذا الكتاب جاء بمناسبة هذا الحراك، وكان الهدف منه أساسا هو أن نحسم الجدل الذي كان قائما مجتمعيا آنذاك في الخلفية الدينية أو الأقوال التي كانت تروجها الحركات الإسلاموية في أن الأمر لا يمكن أن يتم، باعتبار أن هناك حكم قطعي الدلالة في النص القرآني للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي الحقيقة عندما اجتمعنا في بيتها وتدارسنا الخطوط الكبرى للكتاب وعناوينه، كان الهدف الذي اتفقنا عليه هو أنه نحاول أن نتعامل مع الظاهرة تعاملا علميا، وأن نقارع الحجة بالحجة، باعتبار أن هذه الحركات الإسلاموية يعني تستند كثيرا إلى النص القرآني. فأردنا أن ننطلق من هذا النص في حد ذاته، بعيد عن تأويل المفسرين وبعيد عن فهم الفاهمين، ونتعامل مع الآيات كما هي. وهذا هو الذي اشتغلت عليه في الفصل الأول، آيات الميراث في النص القرآني بين حقيقة العموم ووهم قطعية الدلالة، ومنه هو استمد لاحقا العنوان. باختصار ووفاء لذكرى المرحومة، دائما تطلب منا أن نعطي الإشارات الكبرى، ونحاول أن نعطي المجال للقارئ كي يبحث ويغوص. وقبل أن أقدم هذه الإشارات، للأسف الكتاب لم يعد موجود مكتبيا، يعني هي لإشكاليات اتصلت بالنشر مع الدار آنذاك فيما يتصل بحقوق النشر، فكانت نسخ معدودة جدا خرجت في طبعة أولى. ولتري أن الذكريات أحيانا يعني لها وقعها، كان من المقرر أنه أثناء هذا الصيف سنجتمع وسنضيف إليه فصولا أخرى ويصدر في إصدار جديد. فهمت؟ هذا وعد قطعناه معها، وبحول الله سيرى النور في شكل جديد وفي إضافات جديدة وفاء لروحها. بالنسبة إلى القضايا الكبرى التي اهتم بها أو التي ركزت عليها في هذا الفصل، تتصل أساسا بالحسم في مسألة قطعية الدلالة، وتناولنا الآيات التي يستند إليها الفكر الإسلامي في تفسير أو في توزيع المنابات. ولاحظنا أنه كل الأحكام دون استثناء يعني ليس فيها تدقيقا صارما للمنابات، والأهم من هذه المنابات، وهذا ما كانت تنصص عليه وتؤكد عليه دائما، وكان هذا سيظهر في العمل الجديد، هو أن يأخذ حكم الوصية الحظ الأوفر في البحث.
باعتبار أن النص القرآني يؤكد في هذه الآيات، آيات الميراث، على أن الوصية هي الأصل. وعندما نقول إن الوصية هي الأصل، هذا يتيح خاصة بالنسبة إلى الشخص الذي يحمل وزر العاطفة الدينية كي يتخلص من عبء الجانب الديني، لأن النص القرآني نفسه يتيح له إمكانية التصرف في ملكه أو ما سيورثه، ويكون وفيا إما لعاداته أو لقناعاته أو للنص الذي يعتقد أنه نص قطعي. فكان الاتجاه مركز على هذا الجانب. وقلت الفكر الإسلامي بصفة عامة يعني حاول بطرق مختلفة أن يجعل الوصية في مرتبة ثانية بعد الميراث. ومن بين الآليات التي حاولوا أن يعتمدوها للتغطية على هذا السبق هو مسألة أو آلية النسخ، وتحدثوا عن أن حديثا منسوبا للرسول هو الذي ينسخ هذه الأحكام ويقدم الوصية، عفوا الميراث على الوصية. فحاولنا أن نبين بأمثلة دقيقة، وانطلاقا من الآيات أو الآيتين على الأقل 11 و12 في سورة النساء، كيف أن ما ورد في النص القرآني رغم محاولات تحديد أنصبة وتقسيم هذا الميراث، لكن في أمثلة كثيرة جدا بقي عاما، ولا يمكن للشخص الذي يريد أن يورث ميراثه أن يدعي أن هذه الأحكام هي أحكام باتة ونهائية، بمعنى أنه بإمكانه أن ينفتح على خيارات أخرى يتيحها النص القرآني نفسه، فيقسم لأبنائه وخاصة لبناته كما يشاء، دون أن يجد حرجا أو أن بين ظفرين أن يؤنبه ضميره على أساس أنه يخالف النص الديني. كان هذا هو الاتجاه الذي اشتغلنا عليه. طبعا هناك بحثان آخران قدمهما الباحثان سي فريد وسي منجي. بالنسبة إلى سي فريد حاول أن يركز على تاريخية نشأة مفهوم الفرائض وعلم الفرائض، حتى يثبت من خلاله أن هذا العلم هو علم بشري ناتج عن اجتهادات في تقسيم المنابات. وكان النص الحقيقة الكتاب يعني أخذ صيتا لا بأس به، ولكن أعتقد أنه محدودية النسخ، وأنا لاحظت هذا في أكثر من مرة أن الكثيرين يطالبون بإعادة طبعه. قلت هذا سنشتغل عليه. بالنسبة إلى الأستاذة نايلة سليني، ربما هذا مبحث من المباحث التي اشتغلت عليها، وهناك مباحث أخرى حاولنا أن نشتغل عليها ولكن الموت كان أسرع. سنحاول بالتنسيق مع أفراد العائلة وأستاذنا عبد المجيد الشرفي أن نتعاون ننظر إلى ما تركت لنا من إرث لإخراجه إلى العلن في كتاب حسب ما ستوفره المادة، اعترافا للمرأة بمكانتها واحتراما لمجهودها وإجلالا لمكانتها عندنا، لأنها كانت بالنسبة إلينا مع سي عبد المجيد يعني رائدان، يعني حرك فينا الكثير من الأفكار والقناعات ودفعنا إلى أن نعيد النظر في كثير من المسلمات. ونحن سعداء اليوم بأن نجلس هنا ونتحدث عنها، ولكن أعتقد أن المسؤولية كبيرة جدا في أن نفي المرأة حقها، أن نعترف لها بالفضل علينا، لأنه مدام نايلة كانت تعاملنا معاملة الأبناء وليس معاملة الطلاب أو الباحثين فقط. وجلساتنا معها في بيتها يعني كانت ذكريات لا يمكن لإنسان عادي أن ينساها،
إلا إذا كان منكرا للجميل. ولهذا الحقيقة يعني الجانب الله يسامحوني من يعني منذ يومين حتى معي المدام قل لها والله لدرجة أني تحضر معي بشكل يومي، أجد صعوبة في أن أضيف ما يمكن أن أضيفه إلى هذا. سامحوني. ميرسي بوكو. شكرا. والله سي تري توشون. يعطيك الصحة. اللي ان توكا الحاجة اللي نستخلصها هو انه الارث نتاعها مازال، وباش تحاولوا مع العائلة، هذا اللي فهمته، ومع تلامذتها تحاولوا انه تجمعوهم وتكون دراسه خاصه بها. وانا باش نسال، ما نعرفش كان خممتوا في ترجمه، لانه هذا موضوع ايضا مهم. ان توكا ميرسي بوكو. شكرا عبد الباسط. et je comprends très bien votre émotion. عايش. ميرسي. باش نعطي الكلمه الاخيره لمدام كلثوم سعفي حمده، اللي هي chercheur en pensée arabe moderne et islamologue. هي باش تدخل عن بعد. ما نعرفش كان سي بوسيبل maintenant de pouvoir avoir l'image ولا لا. درها. هي نادية. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. Je sais, mais si... est-ce que vous m'entendez? Nédia. Sinon, on peut ouvrir le débat en attendant, si c'est pas prêt. C'est bon? Ah, on peut pas voir, malheureusement. Yana? Hey. نعم. قالت لي نراو فيه. Nédia, si tu permets, en attendant de vérifier les aspects techniques, on peut peut-être donner la parole à ceux qui veulent intervenir. Je ne la vois pas. Ben voilà. Si Sharfi, vous voulez ajouter quelque chose, c'est Abd Majid. Mais il y a un كلمة. في الحقيقة أنا ما جيش باش نتكلم، إنما جيت تكريم لمرأة عزيزة علي، عرفتها وهي طالبة في السنة الأولى، وهي بضفيرتين أذكر أنا كانت كذلك. ثم بعد ذلك طبعا أي هي كانت تحملت مسؤوليات إدارية وتخاصمت مع مدير لونو، وذاك استقالت من المنصب الإداري وبدا لها أنها تعد التبريز ترجع إلى الدراسة. فجاءتني يوم قالت لي أنني أريد أن أعد التبريز. في الحقيقة لم أشجعها كثيرا، ولكن نبهتها بأن إعداد التبريز كان من المفروض أن يتم منذ بداية الصيف. هي جاءتني في أكتوبر أو نوفمبر، لأننا كنا ننشر البرنامج السنة الموالية في جويلية حتى يستعد المترشحون. لكن قلت لها لم لا إذا كنت ترغبين في ذلك. وفعلا أعدت التبريز، لكنها لم تنجح في الدورة الأولى ونجحت في الدورة الثانية. عندما نجحت في التبريز جاءتني لتطلب مني أن أشرف على أطروحة الدكتوراه.
فقلت لها: هل أنت متأكدة من قدرتك على مواجهة كل الصعوبات المترتبة عن المواضيع التي ندرسها نحن؟ قالت لي: مستعدة. إذا كنت مستعدة. فتناقشنا في تم الاختيار على الموضوع تاريخية التفسير القرآني. منذ تلك الفترة، منذ أن سجلت، أولا منذ أن كانت تحضر دروسي في تبريز، ثم عندما سجلت معي شهادة الدكتوراه، كنا نلتقي بانتظام، وتابعت مسيرتها إلى الأخير، ولم تعد فقط طالبة أو باحثة، وإنما أصبحت صديقة لي ولزوجتي، وتأتي إلى البيت في كل وقت. ويعني سافرنا معا إلى عدة بلدان، إلى ألمانيا، إلى اليمن، إلى مصر، إلى غير ذلك. حيث نايلة بالنسبة إلي من الباحثات التي يكون البحث بالنسبة إليهن ليس فقط مهنة، وإنما هو نوع من العشق لهذا البحث، لهذا الميدان. لكن أريد أن أعبر عن بعض الاحترازات عما سمعته إلى الآن فيما يخص الموقف الإصلاحي. في الحقيقة المدرسة التي أنتمي إليها والتي دافعت عن اختياراتها ليست مدرسة إصلاحية ولا ثورية بالمعنى السياسي أو الاجتماعي. هي مدرسة ترغب في تلافي ما حصل في الفكر الإسلامي والعربي المعاصر من استعجال الحلول، بينما الأساس هو النقد لما هو موجود للتراث وللواقع وللنصوص. وهذا الموقف النقدي هو الذي من شأنه أن نبني عليه إما ثورة أو إصلاح أو ما شأنه. هذا فيما يخص الإصلاح. فيما يخص مناقشة أطروحة نايلة، محمد شرفي ما كانش في أعضاء اللجنة. عياض أما محمد، أنا كونت اللجنة ودعوت الأستاذ محمد طالبي لترأس هذه اللجنة، وهو عبر بصراحة عن معارضته، ولكن والحق يقال في المناقشة لم يعترض على أن تسند إليها الملاحظة التي تستحقها، وهي مشرف جدا. لم يعترض، قال أنا أختلف معها ولكن أقر بأن هذا العمل علمي ويستجيب للشروط العلمية، وهذا هو المقصود. ثم بعد ذلك عارض حتى في نشر مركز النشر الجامعي لهذه الأطروحة. الأمر الثالث، الملاحظة الثالثة تتعلق بموقفها من الكوليب، من لجنة الحريات والمساواة. هذا الكتاب الذي أشرفت عليه نايلة أنا قدمته للناشر، هو بحيث ليس لي اعتراض على ما قدمت، لكن نايلة لم تكن معارضة لتوجهات الكوليب، وإنما هي تعتبر أن التركيز على الوصية هو الأصل. وقد تناقشنا طويلا في هذا الأمر. نعم الوصية، ولكن كم من شخص ينتظر أن يشيخ ويكبر في السن حتى يفكر في وصيته. الوصية لا تفض مشكلة الإرث، هي يمكن أن تضاف إليها ولكن لا يمكن أن تعوضها. ولهذا
هي لم تكن معترضة على الكليب، وإنما كانت تحبذ التركيز على الوصية. وأنا إلى الآن بصفتي عضوا في هذه اللجنة وبصفتي ناقشتها طويلا في هذا الأمر، أعتقد أن الوصية لا تعوض الإرث في كل الحالات، يمكن أن تعوضها في بعض الحالات لكن لا في كل الحالات. ولهذا في الحقيقة نايلة بالنسبة إلي كانت صديقة قلت، ونتناقش في كل الأمور بدون خلفيات يعني صدر رحب وبدون أي مشكل. وأعرف أنها كانت عنودة، هذا ما يخبر عنها، لكن أشهد أنها لم تعترض علي يوما عندما أقول لها هذا غلط أو هذا. بالطبع نتناقش فيما هو آراء، الآراء حرة، أما ما هو غلط فلم تكن يعني تماطل أو تعارض. ولهذا فموقفها هو الموقف الذي عرفتموه في النقاش مع الغنوشي. هي جاءتني إلى البيت قالت لي نورة بورصالي عرضت علي النقاش مع الغنوشي، شنو رأيك؟ فتحدثنا، قلت لها على شرط أنك أنت اللي تبدأ، أنت تبدأ، أنت تبدأين الكلام، لا تتركيه يضع هو طريقة النقاش، وإنما ضعيه أنت في الاتجاه الذي ترغبين فيه. هو تحدثنا حتى في النقاط التي ستثيرها والإحالات بالصفحة والجزء إلى آخره. فهذه نايلة التي كان لها دور يعني اجتماعي وعلمي وجامعي، وستبقى دائما في نفوسنا بدون شك. Oui, moi j'ai connu Neil la première fois à la faculté des sciences juridiques où elle est venue donner un cours de droit musulman. Et donc c'est à ce moment-là que je l'ai connue et s'est installée une sorte d'amitié entre nous, et j'ai pu la suivre et la voir après. Et il y a eu 2 confrontations avec Ranouchi. On a eu une à Beit el-Hikma. C'était pas Ranouchi. في الحمراء وفي بيت الحكمة حسيلو. Et puis, personnellement, je me suis évidemment aussi intéressée à la question des successions, mais d'un tout autre point de vue. Avec Si Ali Mezrani, qui est un collègue, on s'est dit que ni lui ni moi n'avons la stature pour parler du droit musulman, et qu'on pouvait dire n'importe quoi, on nous dira vous êtes des ignorants, vous parlez de ce que vous ne savez pas. Donc nous, on s'est basé sur le principe d'égalité. Le principe d'égalité qui doit faire qu'il y ait une égalité dans l'héritage. Et on s'est basé aussi sur le fait qu'au sein du droit tunisien, il y avait une discordance entre, d'une part, le droit successoral qui était figé, et d'autre part, le droit de la famille qui évoluait. Ce n'est pas encore l'égalité, mais qui quand même, on a fait des pas très importants. Ceci étant, je suis consciente, et je pense que, en tout cas je parle en mon nom, je suis consciente que parler de l'égalité dans l'héritage, ce n'est pas encore admis dans les sociétés musulmanes. Donc, il fallait faire entendre sa voix,
Mais si on veut faire évoluer les choses, il me semble qu'il faut les faire évoluer de l'intérieur, c'est-à-dire à partir du droit musulman. Oui, c'est-à-dire que personnellement, je suis laïque et pour l'égalité. Voilà. J'ai seulement une petite réserve concernant le testament. Le testament, c'est une voie possible pour faire évoluer les choses comme d'autres possibilités. Par exemple, la donation avec réserve de l'usufruit. Donc ça permet aussi de faire avancer les choses. Sauf que si on va dans ce sens, il faut mettre des limites. Parce que si on dit le testament c'est tout, il va bien y avoir pas mal de personnes qui vont encore donner aux garçons plus qu'aux filles. Ça peut accentuer. Donc si le législateur va dans ce sens, il faut qu'il mette des remparts et il faut dire testament ou donation avec usufruit dans le sens d'aller vers l'égalité. Sinon, ça peut se retourner contre les femmes. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce point. Je ne sais pas si on peut donner la parole à la troisième intervenante, Madame Gatoum. Média. Merci beaucoup. شكرا على المداخلات. بون كاني مش حاضر خاطر ما في سين. J'ai pas envie de la laisser attendre. Hein? Vous m'entendez? كلثوم؟ من عش ثم راس شكون هذا راس يعني لا بالبيت لا مش انتي لا non c'est pas vous c'est pas toi c'est toi باهي en attendant بربي نستنيو شويه. اما انا عندي سؤال لسي عبد المجيد والكلثوم وسي عبد الباسط. انا قريت بعض مواقف اللي سليني كونسيرنون هالة وردي، وكانت مواقف صعبه جدا يعني كان نقد شديد. وما نعرفش كان عندكم فكره طبعا على انتاج هالة وردي مختلف الكتب اللي كتبتهم. فوالا ça crée une polémique de toutes les façons. لكن كان موقفها يعني صار بالنسبه لي هذه الطريقه الكتابه في موضوع الانتربريتاسيون دو الاسلام، ثم الكتابه باللغه الفرنسيه اللي هي اعتبرتها وكانها هديه للغرب، يعني انه دخلت في المقياس الغربي الى اخره وكتب الكتب هذه كانها باش كيفاش يقولوا pour plaire en fait aux occidentaux. Je ne sais pas si vous avez une idée des écrits qu'elle a fait de Naila Selini à ce sujet. أنا قريت مقالات راهو سي ça c'est la critique classique. نعم والله أنا سمعتها تتكلم بالعربي، حضرتها لها على مرتين. لكن ثم اللي كتبوا زاد على الإسلام وعلى القرآن وعلى محمد من غير ما متمكنين باللغة العربية. أي. Donc vous approuvez à peu près la critique qu'elle a faite à هيلا وردي. تفضل. أنا ما أذكره هو أنه في تلك الفترة التي أصدرت فيها الكتاب كانت لديها تعليقات، يعني تعليقات رافضة تماما لما ورد في هذا الكتاب، وحددت فيه يعني أخطاء منهجية
وفي مستوى المعلومات والتعامل معها. وأذكر جيدا أنه في وقت من الأوقات اقترحت علينا أن نعد كتابا للرد عليه، لكن للأسف المشروع لم يكتب له. كان عندها مشروع أن تصدر كتابا للرد عليه، فهمت على ما ذكرته هالة وردي. ولكن كما ذكر أستاذنا يعني ما أوردته هالة فيه الكثير من الأخطاء، فيه حبكة يعني أرادت أن تتصنع من خلالها صناعة للخبر. ولكن وأعتقد أنه هناك كتاب لحسن بزيغية يعني أصدره في الرد على هذا الكتاب، وبين فيه أخطاء منهجية ومعرفية ارتكبتها الكاتبة. وموجود الكتاب يعني صدر على ما أعتقد على دار مسكلياني وموجود. أما بالنسبة لي هي كان عندها مشروع في وقت من الأوقات أنه تكتب كتاب في هذا الإطار للرد عليه، هذا أذكره جيدا للأمانة. ما نعرفش الفكرة هذه اللي قريت أنا، هما تعليقات ومقالات كتبتهم نيلة للرد على وردي. Bon, voilà. Voilà. C'est ce que j'ai compris. J'ai vu ça sur... peut-être. Mais en tout cas, bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend encore ولا نعطي الكلمة؟ شكون آخر يحب يتدخل من أفراد العائلة ربما ولا من نسيت؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore Je ne sais pas. عسلامة. سنة سنوتة. ما نعرفش شنو باش نقول. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. ما نجم شكون باش يحكي معناتها. ما نجمش نحكي نقول لك واحد شكر العروسة، ما نجمش نحكي على ماما. دونك بنتها دونك جو سوي سافي، انا بنتها. مهدي خويا، سونيا اختها الصغيره، قمر بنت خويا، صوفيا بنتي، مي فرحه برينون كومبوزي، وبرينون كومبوزي اخر بنتي الصغيره للا داليا، اسمها للا. قلت لها باش تكون للا. ماما صعيبة وحنينة، ماما كاسحة، ماما ما يتوخرش التالي، ما تضرب الكف ما يهمهاش وتقدم، ما عندهاش حتى مشكلة، تقول كلمتها ومن بعد ترجع. انت مازلت مرهوج وتلقى ماكلتك بحذاك، معناها انت مازلت ما تعرفش كيفاش تتصرف وتلقى السوليسيون بحذاك. دونك نسمع ديما نقول معناتها مرأة عظيمة. الحق ما كنتش انا وياها معناتها الحب يدوم درج ومن بعد ناكلوا بعضنا. بالحق معناها مي هذاك هو الحب. تقول لي هذاك هو الحب معناتها كل واحد ما كناش كنا كل نهار لحد نتلموا. الكسكسي نتاع نهار لحد، طابونه، كل شيء تعملوا. من بعد تمشي كما قال سي عبد الباسط، من بعد تمشي تتعارك مع الغنوشي، تتعارك مع الشيوخه، تتعارك مع ما نعرفش شكون كل مره ودرا شكون تتعارك معاه. وقتها نقول معناتها فاش تعمل معناتها، وديما نقول فاش تعمل معناتها فيها معناتها. انا جوفامي معناتها اصحابي والكل اماتهم عاديين معناها عاديين معناتها بالحق معناتها عاديين دون لو سونس دو كونفورميزم معناتها
فهمت. اما احنا ما مش هكاك معناها ما سي با سا. الكتب 95 معناتها عملت التيز نتاعها، هي 98 عملت التيز، احنا في التيز نحضروا فيها من لي زاني 90. نعملوا في السيزي نتاع التيز، العباد الكل تجي حومه كامله تعمل في السيزي نتاعها، وقتها ما فماش انترنت، الكل حومه كامله معناتها الفي لو سيزي وي. بالحق معناتها صيف شتي ديما الكتب. معرض الكتاب، الوغ لا معرض الكتاب الفلوس الكل تمشي في معرض الكتاب. معرض الكتاب كي كان معرض كتاب معناها لونسيكلوبيدي والواحد معناتها كراذن تجي تفسير ما عرفش كراذن ديما الكتب معناها. هذاك هو ماهيش من الجونغ اللي معناتها elle est sociable mais dans son coin. elle est sociable mais dans son coin. والحق معناها بعد وكيس معناتها كي تعديت بالبريود الاخرانيه معناتها وحتى حد قالت لك ما حتى حد يسمع دونك معناتها elle a vécu ça, elle a combattu معناتها le monstre toute seule. Personne معناتها n'était au courant. On a respecté ça. حتى مدام خديجة معناتها قلت ما حبتش معناتها elle a voulu garder le statut معناتها اللي يعرفوها العباد الكل و elle est partie sereinement. بعد العباد اللي راهم واللي جاوا واللي يتكلموا سورتو الطلبة متاعها معناتها يعطيهم ألف صحة. معناتها أنا ساعات نقول لها فاش تعمل تقول لي معناتها أنا جو فوايي با معناتها لو فروي اللي هي ليفور اللي تعمل فيه فرانشمون وقت اللي كانت تعمل فيه جو فوايي با بوركوا لو في معناتها اوكي معناتها سي ان كومبا مي واحد وحده معناتها قاعد شادد الكومبا لي زاكي معناتها فاش تحارب معناتها تيجي حب ما حبش اموره معناتها ما فاش تعمل انت. دونك بالعكس هي معناتها كل مره وساعات يجيو صحابي صحاب ويقعدوا معاها ويحكي لهم. دونك توا سي ان فيد كوم با بوسيبل. ان شاء الله معناتها نكونوا على اوتور دو مش فخره مي بنتنا اللي سيليني دنيا اخرى كما نقول. بالحق معناتها الارث اللي تحكي عليه والارث ارث كبير ياسر ابار معناتها حكايات فارغه الاخرين مي لو سونس دو لا فامي لو سونس دو بارتاج لو سونس انك لا كومونيكاسيون لا سوسيابيليتي انك تسمع تحكي تقول كلمتك معناتها رانا باش نمشيو في بيريود باش نولي واحد ما عادش يقول كلمته معناها. Donc, merci beaucoup. يعطيكم ألف صحة pour cette rencontre. والله يرحمها ويعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Merci الله يرحمها. J'ai juste une question justement. Je vais vous la poser à vous. Est-ce que la qualification de féministe vous convient, par exemple, en ce qui concerne votre maman? Est-ce qu'elle se qualifiait elle-même de telle ou je vais peut-être vous surprendre, mais au fait, c'est grâce à vous aujourd'hui, grâce à cet après-midi, on découvre une autre partie de ma mère que personnellement je l'ignorais. On comprenait un peu ce qu'elle faisait, les parties de ses recherches scientifiques qui portaient sur quoi exactement. Mais franchement, on était assez distants par rapport à ça. En écoutant Madame Khadija, en écoutant pas mal de personnes ici aujourd'hui, je découvre une autre partie de ma mère que je ne connaissais pas et qui m'intéresse et qui me pousse à aller chercher encore plus et à lire encore plus les choses. J'ai entendu pas mal d'idées, le fait de regrouper un peu toutes les publications qui ont été faites. Et surtout, je pense à mes filles, ça c'est un bel héritage pour mes filles, etc. Je retiens aussi votre proposition de traduire, parce que garder seulement... Moi, personnellement, je me sens plus à l'aise avec la langue française, par exemple, qu'avec la langue arabe. Donc c'est plus facile pour moi d'aller chercher une information en langue française ou en anglais que de la chercher, ou même de la comprendre, comme a dit Serab Mejid, en langue arabe, où il me faut beaucoup d'efforts derrière pour comprendre de quoi ça parle.
Donc du coup, vous me dites que est-ce que le qualificatif de féministe lui va autant ou pas? Je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. Je pense que, par exemple, Madame Khadija, elle est plus apte que moi de vous répondre à cette question-là que moi-même. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Donc, oui, j'ai parfaitement saisi cette voix. Voilà. Je vais réouvrir après le débat. Maintenant, nous avons enfin la chance d'avoir Madame Kaltoum Safa Handa de Paris. Elle est donc chercheuse en pensée arabe moderne et islamologue. Elle travaille aussi sur la sociologie politique et culturelle. Elle est à l'université de Paris-Nanterre. À vous la parole, Kaltoum. Allô, Aslema, alors je vais y aller. Désolée pour ce retard. Si vous m'entendez bien, tout est bon, je commence. Super. Ok. Malgré la tristesse, hein, parce que pas facile, j'étais très attachée à Neila et ça m'a fait beaucoup de mal d'apprendre son départ. Et ce qui est triste, c'est que j'arrive pas à faire le deuil. Et merci à vous toutes de m'avoir donné l'occasion de parler d'elle, de son travail. Ça va peut-être me soulager. Et donc, malgré la tristesse, je voulais que cette participation soit une célébration de Neila, de son travail, de son courage. La participation que je présente aujourd'hui, je l'ai mise sous le titre de Neila Selini, pionnière de l'islamologie appliquée. Je la présente en hommage donc pour compenser la perte d'un esprit fort, d'une voix haute, ferme et déterminée, d'un tempérament bien trempé. Neila Selini donc elle a conjugué féminisme et islamologie appliquée. Elle a mis le résultat de sa recherche scientifique au profit de la cause féministe, mais aussi de toutes les causes justes, politiques et sociales. Par ce travail, elle comble une lacune laissée par les nouveaux islamologues, car aussi féministes qu'ils soient, ils n'avaient pas intégré la question des droits des femmes dans leur statut dans leurs études. Mohamed Harkoun, que Neila a côtoyé, s'est rattrapé dans un texte tardif où il appelle à conjuguer islamologie et féminisme, encourageant les femmes à l'étude du Coran et le démontage, suivant son expression, démontage du legs historique. Mohamed Harkoun et Abdelmejid Sharfi sont les maîtres de pensée de Neila. Elle disait « Sheikhi » en parlant de Saad Majid. Neila dit donc à propos de cette thématique des femmes dans la charia, chaque fois qu'on fait appel à la charia, c'est pour dénigrer la femme et l'encadrer. Cette problématique est omniprésente dans les travaux de Neila, où elle se livre à une démonstration méthodique qui dévoile de précieux appuis pour les lecteurs contestataires, les lectures contestatrices aussi, qui vont caractériser la nouvelle islamologie. C'est le cas de ses études sur les Mawarith en experte de la charia, des exégèses et des textes de l'histoire, de la codification. Elle disait « Le jour où les sociétés arabes reconnaissent que la femme est un être complet, on aura trouvé le raccourci pour l'évolution et le progrès. » Neila Selini est une archéologue du Turath. Forte de son approche critique et historique, elle s'embarque dans une déconstruction systématique. Elle se lance dans une fouille sans merci et n'hésite pas à livrer ses résultats au grand jour.
un travail monumental, sérieux et crédible, qui vise à désolidariser l'œuvre humaine du texte coranique et désacraliser le corpus liberticide de la charia qui a fondé la pensée religieuse et le dogmatisme musulman. Je la cite, « J'ai démontré dans ma thèse que ceux qui parlent au nom d'Allah et à sa place ne sont pas du tout sacrés et qu'il faut soumettre leur texte à la critique et à une lecture historique moderne. Il faut questionner le leg, le fiqh, l'exégèse, les fatwas, l'histoire, etc. pour comprendre notre présent et décider de notre avenir, avait-elle dit. Ce travail à la source est un processus de refondation de l'islamologie et du traitement du texte coranique. Il remet en cause la sacralité du discours de ceux qui parlent au nom du Coran et de Dieu et sème le doute sur les thèses qui ont régné de façon absolue pendant 14 siècles. C'est le travail entrepris avec beaucoup d'érudition par Neila, qui va donner naissance à un nouveau discours religieux qui sort pour la première fois des chemins battus, des lectures dogmatiques inappropriées à l'émancipation de l'individu, homme et femme, et donc de la société. Neila a été une pionnière dans la diffusion de ces thèses et dans leur vulgarisation. Elle a ouvert la voie devant d'autres chercheurs et chercheuses qui, comme elle, se sont mis à questionner les thèses inégalitaires, misogynes et autoritaires de l'exégèse. Elle leur a donné des clés de lecture, des arguments et leur a pavé le chemin. Je vais parler un peu sans trop m'étaler parce que sinon ça va tourner au cours, à un cours magistral, ce n'est pas le cas. Mais je vais parler un peu de son livre تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية. Et je commence par dire que la question de l'exégèse est restée taboue parmi les chercheurs femmes, juste parce que les hommes avaient voulu cela. Une panoplie de prétextes injustifiés qui ont perpétré ce dogme. Il y a eu des exceptions à travers l'histoire. Quelques femmes ont tenté l'exégèse, mais elles se plaçaient toujours dans le sillage de l'orthodoxie. S'attaquer au sujet de l'exégèse, sa raison d'être, dans les sciences islamiques, est une approche moderne contemporaine. Neila Selim est pionnière dans ce domaine. Elle s'attaque aux sources mêmes de la science de l'exégèse et sa raison d'être. Dans ce livre, elle dévoile les lacunes et les incohérences de cette science de l'exégèse depuis ses origines et tout au long de la période de la codification et jusqu'à nos jours. Elle nous livre les clés pour comprendre la dualité liberticide entre religion et politique. Neila déconstruit tout ce qui a fondé la solidarité infernale entre texte et pouvoir dans l'histoire politique de l'islam qui continue de nos jours. La sacralité de Ulil Amr, le califat, les rouettes, rapporteurs de hadith, les références sacralisées, l'autorité des ulémas et tant d'autres sujets. Ces concepts, ces dogmes que Neila décortique et déconstruit sont les outils qui jusqu'à aujourd'hui entravent l'ancrage de la conscience moderne en contexte islamique et perpétuent les représentations médiévales réactivées continuellement dans le discours politique et idéologique pour bloquer toute conscience libre et citoyenne. Elle fait du tafsir, l'exégèse, une problématique et non plus une donnée fondamentale pour comprendre le Coran. Discréditer les rouettes, c'est-à-dire les rapporteurs de hadith, à travers une première question, pourquoi at-tafsir et pourquoi a-t-on instauré cette science islamique? Historiciser donc l'exégèse secoue en amont les thèses orthodoxes et entame la sacralisation de la légitimité absolue des exégètes, et c'est là le but de cette œuvre, et c'est là toute l'importance du travail que Neila a fait. Neila montre les différences, les contradictions entre les écoles d'exégèse.
relativise la légitimité absolue des exégètes présentée en tant qu'unité uniforme et unanime pour accentuer la sacralité. Une unanimité qui vise à sacraliser le dogme limitateur du ijma'. Des constats lapidaires pour les fuqaha dans la déconstruction du processus qu'ils ont emprunté dans l'exégèse. C'est ce que Neila a fait. Je la cite. À force de se baser sur les versions relatées, les témoignages, ils, donc les fuqaha, les exégètes fuqaha, ont fini par passer le texte coranique à l'arrière-plan. C'est invisibiliser le texte, un point cardinal. C'est sur ce point que se basent toutes les nouvelles lectures aujourd'hui. Au détour de sa recherche sur le sujet de base qui est l'historicité de l'exégèse, elle dévoile dans ce livre les vérités historiques sur les arrière-plans de cette fabrique de l'exégèse qui sont plus éclairants parfois et qui appellent à un réquisitoire sans merci contre ce processus. Des exemples, des exégètes ont confirmé que le prophète Mohammed a expliqué la totalité du Coran. Neila montre que ce ne fut pas le cas et démontre la manipulation des différents hadiths et akhbar pour confirmer cette thèse, texte à l'appui. Ce qui nous est parvenu est loin d'être dans sa totalité l'œuvre du prophète lui-même. Forcément, ses compagnons non plus, puisqu'ils n'étaient pas conscients de cette mission. Démontrer la contradiction des exégètes est important, car cette démonstration entame le ijma', un des dogmes qui fonde l'orthodoxie et perpétue le pouvoir absolu des ulémas. Neila soulève la question des représentations des rouettes, rapporteurs de hadith, qui sont puisées parfois dans les évangiles et la Torah, et qui présentent les akhbars relatifs aux prophètes, et même, enfin, ces représentations sont présentes dans les akhbars relatifs aux prophètes, et même dans certains ahkam. Le résultat, le tafsir est bien l'œuvre d'autres hommes et non pas du prophète. Et pour les muhaddithoun, on fait de l'exégèse une annexe du hadith, comme chez Al-Bukhari et Muslim. Et Neila nous donne de précieux exemples sur toute cette machination. Dans ce livre, Neila a déterré d'autres livres d'exégèse inédits et d'autres sources oubliées qui constituent, enfin, le livre constitue à ce titre une mine de données précieuse pour les chercheurs. Elle dresse des tableaux, des répertoires de noms, de titres qui sont très utiles aux chercheurs. Elle évoque aussi la bataille entre les écoles de fiqh et montre comment les hadiths apocryphes, c'est-à-dire ceux qui ont été créés, ont été ajoutés pour appuyer les thèses des exégètes et des rouettes. L'exégèse est devenue, dans la pratique des fuqaha exégètes, une façon de légitimer leur point de vue et d'appuyer la lecture officielle. Le texte coranique dans l'œuvre des faqih exégètes est une occasion de légitimer leur travail, c'est ce que Neila dit. Elle a dévoilé les contradictions entre les écoles de fiqh et des exégètes jusque dans le nombre des versets normatifs, dont le chiffre varie, selon ses sources, entre 200 et 800 versets suivant les écoles. Alors, je ne m'étalerai pas plus sur le livre, ce n'est pas l'occasion. J'espère qu'on aura une autre occasion pour parler que de ses écrits académiques. Mais j'aimerais saluer Neila, l'islamologue dans la cité, parce que des islamologues, il y en a toujours eu. Mais la différence avec Neila, c'est qu'elle est militante, citoyenne, membre de la société active avec son discours. C'est ce que j'appelle une islamologue dans la cité. Le travail de Neila se place au cœur de la bataille de modernisation et pour la citoyenneté. Elle intègre ses découvertes dans sa cause militante pour articuler son discours et apporter des preuves sur l'irrationalité et l'obscurantisme du clergé de la charia. Elle a médiatisé sa lutte scientifique, académique et le nouveau discours de l'islamologie. En oratrice hors pair,
Elle sait passer son message dans un style expressif et éloquent, attachante dans ses interventions et convaincante quand elle avance un discours académique. Mais quand elle se déchaîne contre l'intégrisme islamiste, l'audience se délecte. Elle avait beaucoup de citations, dont des citations choc, comme dans une confrontation avec les idéologies qui veulent montrer que la religion est au service de la politique, elle soutient que Dieu a appelé à la laïcité. C'est aussi un sujet qui mérite à lui seul toute une communication. Je salue aussi et je célèbre la lanceuse Neila, la lanceuse d'alerte. Elle a fait preuve d'une vigilance indétournable. Alerte aux machinations idéologiques et politiques au nom de l'islam et envers les musulmans. Elle déjoue les amalgames idéologiques des islamistes qui mobilisent la société contre les intellectuels, dit-elle, et en fait sa bataille. Toujours alerte pour déconstruire cet islam institutionnel qui s'est installé à travers les époques pour se substituer au message spirituel de la révélation. Par son travail, son discours académique, mais surtout public, elle a décomplexé l'islamologie par le biais d'un langage franc, lisible et audible. J'arrive à la fin de cette présentation, un peu confuse. Donc, je vais la citer. Voilà ce qu'elle disait donc, dans la fin une des pages de son livre. Le but que nous cherchons à montrer à travers cette modeste recherche, elle parle d'un travail monumental qu'elle a fait en appelant ça modeste recherche. C'est pour ça que je l'ai mise entre guillemets. C'est de montrer que la législation islamique s'est fondée sur des bases culturelles, comme elle a été imposée par les fuqaha et les exégètes, et que la perpétuation, la longévité des ahkam fiqhiques est une réplique de la position officielle qui primait dans la société, et de démontrer que la législation telle qu'imposée par les exégètes et les fuqaha n'était pas la plus pertinente, ni l'unique, mais que la société ait pu adopter un autre qui était aux yeux de l'institution exégétique un abandon des fondements et un éloignement de la règle de la législation. Bon, je dis ça, et c'est-à-dire ce qui a été fait au passé se fait sous nos yeux aujourd'hui. Donc toutes les autres interprétations du texte coranique ne sont pas légitimes, ils sont discrédités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jugés comme abandon de la règle et des fondements de l'islam. Je la cite encore une fois. Elle parlait de toutes ces thèses sur l'islam et féminisme, mais surtout la place centrale que doit occuper la femme en toute citoyenneté et en toute égalité. Elle dit c'est le point névralgique qui peut faire le changement et provoquer un renouveau, c'est-à-dire reconsidérer, revaloriser le statut des femmes. Elle dit aussi, si j'arrive à inciter les gens à se poser des questions, j'estime que ma mission est accomplie. Et je termine par cette situation. La révolution intellectuelle n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais de tous les Arabes, et il nous faut encore des décennies pour y arriver. Et je crois, moi, personnellement, que c'est la tâche de nous toutes. Voilà, donc j'ai essayé de faire une présentation un peu rapide pas là. et de m'éloigner un peu donc du domaine académique. malheureusement. Merci beaucoup. وسؤال اللي يجي لذهني كيفاش المرأة هذه قعدت أولا متواضعة برشا ومش معروفة لهالدرجة. يعني كي تسمع tous les apports, par exemple, ce que vient de dire Kalsoum, elle dit c'est une réelle refondation de l'islamologie. En tout cas, elle est islamologue et elle parle de tous les apports que Neila Céline a apportés aux chercheurs, comment elle a développé un argumentaire, comment elle a déconstruit la fabrique de l'exégèse
en islam. Donc, vraiment des choses hyper intéressantes, mais malheureusement, elles sont peu connues, non pas en Europe, mais sont peu connues dans son propre pays. هذيك المصيبة. دونك أقل الإيمان أنا نحب نقولوا كان هذا أقل إيمان نخرجوا كتيب الكل مع بعضنا ونتعاونوا باش الكتاب الثاني يخرج ونتعاونوا باش يترجم اللغة الفرنسوية ونشكركم جزيل الشكر. ميرسي بوكو. Merci beaucoup d'être venu. Merci à